Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Il y a des films que l'on admire et qui découragent. À quoi bon continuer après lui ? Ce ne sont pas les meilleurs, car les meilleurs donnent l'impression d'ouvrir des portes et aussi que le cinéma commence ou recommence avec eux. Et donc c'est François Truffaut qui disait ça au sujet de Vivre sa vie de Godard, quand il était critique du coup. Du coup, est-ce que ça te parle ? Est-ce qu'il y a des déclics qui sont venus grâce à des films ou... Non, mais c'est marrant parce que moi j'ai ce rapport... comment dire, un peu distendu face à ces deux réalisateurs de la Nouvelle Vague. Et effectivement, à la fois, je me sens plus proche de Truffaut dans son rapport au cinéma, dans ce qu'il a écrit, et j'ai l'impression, en voyant ces films aussi, qu'ils sont plus abordables. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est possible de faire les films que fait Truffaut, et j'ai l'impression que c'est impossible de faire les films que fait Godard, en tout cas ceux que j'aime. Et je comprends ce côté intimidant que peut avoir le cinéma. Mais oui, c'est une grande question. En fait, quand je pense énormément de gens qui aiment le cinéma se projettent à un moment dans l'idée d'en faire. Et il y a ce truc de se dire... de la même manière que en littérature, c'est une bonne idée de lire beaucoup de livres pour écrire. En cinéma, c'est une bonne idée de voir beaucoup de films, mais il y a aussi ce risque de se retrouver complètement inhibé en se disant mais voilà, quand il y a eu ces grands chefs-d'œuvre qui ont tout dit, qu'est-ce que moi je viens pouvoir raconter? Et je suis pas vraiment, j'ai pas vraiment dépassé cette question-là, donc je peux pas me dire, ouais, non. Je dirais même qu'il y a des films, c'est marrant, j'y pensais récemment, je pensais au Sentier de la gloire de Kubrick, et je me dis que, en fait, quand un film comme ça a dit aussi précisément ce qu'il raconte sur la guerre et sur le rapport humain, et que finalement vraiment pas grand-chose n'est changé depuis, on peut aussi se dire à quoi bon. Pour moi, ça remet aussi en question la puissance et la force du cinéma. Donc il y a beaucoup de choses... effectivement, où on peut se dire parfois que les très très grands films ont quelque chose de déprimant, dans le sens où de toute façon ils n'ont pas été capables de changer le monde. Et Oui. Mais en même temps, il y a aussi, après si on veut rebondir sur ça, il y a une espèce de roulement au niveau des films qui peuvent être oubliés ou qui peuvent être dépassés par ce qui se passe, et finalement heureusement qu'il y a de nouveaux films qui sont faits pour passer au-dessus, parce qu'ils sont perdus tout simplement. Bien sûr, et c'est... on va sûrement le voir dans cet entretien, mais moi je suis quelqu'un qui hésite beaucoup, qui doute beaucoup, qui me contredit beaucoup, et effectivement je vais pouvoir un jour être complètement déprimé, me dire mais c'est fini, j'aime plus le cinéma, ça me saoule, et puis le lendemain être complètement galvanisé par quelque chose, par une image, par une idée, et ça relance complètement la machine. Et je pense que c'est un peu le lot de toute passion, en fait. Quand on aime vraiment énormément quelque chose, il arrive qu'on y croit plus ou moins, et puis ça repart, ça s'arrête, et il faut toujours avoir effectivement cette envie de découvrir des nouvelles choses, de tenter des nouvelles choses, et je trouve que le cinéma répond vachement bien à ce genre de préoccupation. Oui, on peut toujours tenter de nouvelles choses, mais tu n'es pas que déprimé, David. Donc je vais te présenter sobrement, comme tu le fais sur LinkedIn, où tu te définis comme créatif. J'ai trouvé ça assez drôle, donc je me suis permis de le noter. Donc tu es touche à tout lorsqu'il s'agit du cinéma. Créatif, c'est un peu comme chômeur, mais en plus classe, quoi. Que poétique. Tu es donc bricoleur numérique aussi,
et toujours dans le partage de tes passions et de tes trouvailles. Tu as d'abord cofondé la plateforme Vodcaster, une des premières plateformes de partage et de critique et d'avis concernant les films et les séries. Tu as ensuite cofondé toujours à plusieurs, parce que le cinéma c'est mieux à 2 et plus, la newsletter puis chaîne YouTube Calmos, toujours dédiée au cinéma et à son actualité. Et on a d'ailleurs une petite pensée pour l'émission Rigolo, qui nous fait particulièrement rire et qu'on conseille à tous nos auditeurs chaudement, et qui, en plus de donner la part belle aux comédies françaises, nous instruit en chaque fin d'émission d'une blague plus ou moins fameuse. Tu es aussi chroniqueur chez SoFilm, et ou encore pour le podcast Nos Ciné. Et tu as dernièrement réalisé un livre, toujours à plusieurs, mais sous ton impulsion, appelé Movieland. Donc une carte fantastique des films qui habitent notre mémoire et nos imaginaires, et qui cherche à tracer des liens plus ou moins évidents entre ces films. Donc bonjour, David Honora. Bonjour, merci de m'avoir invité. On va commencer cet entretien par un portrait et je laisse Clément prendre la parole. C'est ça, donc la première question qu'on t'avait posée concernait les lieux de cinéma. Si tu étais une salle de cinéma, donc, et tu as choisi le Max Linder à Paris. Ouais, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire de portrait et l'idée de me raconter en tout cas avec ces questions-là. Donc je ne sais pas si ça me décrit vraiment, mais en tout cas, moi, là, en l'occurrence, c'est un endroit que j'aime, un endroit même qui m'a bouleversé, quoi. J'avais vu beaucoup de films dans beaucoup de salles de cinéma avant d'entrer pour la première fois au Max Linder, mais cette première séance, alors il se trouve que j'y étais allé voir un matin une reprise de Mulholland Drive, qui est un de mes films préférés. Et moi, dans les grandes salles comme ça, ce que j'aime, c'est aller à l'orchestre. À l'orchestre en bas. Ouais, beaucoup de gens. Souvent, je me fâche avec les gens parce que moi, j'aime pas du tout aller en face de l'écran. J'aime être en dessous. Et effectivement, pour moi, c'est... alors, comme la salle est vraiment très grande, dans les salles de cinéma en général, je vais plutôt vers 3e, 4e rang, assez près de l'écran, en fait, pour être submergé par l'écran. Là, il ne faut pas être trop près au Max Linder, parce que l'écran est vraiment trop grand, et en plus, il y a une sorte de scène. Et donc, c'est plutôt à 4-5 rangs du fond que je m'assois. Et c'est gigantesque. Pour moi, on a l'impression d'être dans une cathédrale, quoi. Une cathédrale très neutre, très modeste, mais on est complètement submergé par l'écran et j'adore voir des films là-bas, quoi. C'est vraiment alors c'est une salle qui a un seul écran, qui est une salle historique, qui est sur les grands boulevards, etc. Que je préfère largement d'ailleurs au Grand Rex, qui est pas loin et qui est plus je sais pas trop quoi penser du Grand Rex, mais voilà, il y a ce côté et puis j'y ai vu quelques films qui m'ont vraiment marqué et à chaque fois c'est une valeur sûre là-bas. Et souvent en fait il n'y a pas tant de monde que ça, donc en fait on peut être assez tranquille. Et puis il y a de temps en temps des reprises, il y a des événements, des nuits, des choses comme ça qui sont organisées. C'est vrai que c'est une salle assez connue pour ses nuits, justement. Ouais. Mais du coup, ce qui te plaît, c'est à la fois le lieu et l'identité qu'il a aussi, parce qu'il a quand même une programmation. Souvent, on peut limite deviner les films qui seront au Max Linder en plus. Oui, bien sûr. Par la taille de l'écran, c'est aussi, en général, les films à grand spectacle vont y être projetés. Et c'est souvent là que c'est le mieux de les découvrir. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est la salle de cinéma par excellence. Et j'ai jamais vraiment, en tout cas, ressenti à nouveau une émotion aussi forte que ce matin de la redécouverte de Mulholland Drive sur grand écran. Et dans cette... Là, on est moins... parce que Mulholland Drive, c'est quand même... Il y a un côté un peu angoissant. Mais donc là, on t'a posé une question un peu plus drôle, d'une certaine manière. On t'a demandé si t'étais une cascade ou une chute d'action, laquelle serais-tu ? Tu nous as répondu le saut au milieu de la poursuite dans Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. Donc,
Ouais, alors c'est pas, enfin, j'allais dire que c'est pas vraiment drôle, quoique en fait, juste avant dans cette scène, il y a un aspect un peu comique, et puis même le moment de la scène avec tout le montage, la montée en puissance. En fait, pour raconter rapidement, donc Boulevard de la Mort, c'est un film qui est en gros en 2 parties, avec le personnage du cascadeur qui est un psychopathe qui tue les jeunes femmes en leur faisant avoir des accidents de voiture avec son bolide de cascadeur, quoi. Et qui est une voiture qui est à l'épreuve de la mort, Death Proof, comme l'indique le titre. Et donc on est dans la 2e partie du film, et en fait là, il tombe, les filles qu'il a décidé d'harceler sont elles-mêmes des cascadeuses, et en fait elles vont se rebeller contre lui. Et on est donc dans la dernière partie du film, où c'est lui qui se fait chasser par les meufs qui veulent vraiment le détruire. Et puis en plus, le film joue sur une sorte de parallèle sexuel entre l'accident de voiture et l'acte sexuel, et il y a une sorte de revanche qui est prise par les femmes, et au moment de cette séquence, de cette cascade, parce qu'il y en a plusieurs où elle lui bute dedans, par derrière. Là en plus il a cru s'en être tiré, il essaye elles l'ont prise à partie, elles l'ont un peu tabassé à coups de pied, et lui il commence à se mettre un petit peu d'alcool sur ses blessures pour essayer de s'en sortir. Et là, elle redébarque dans le truc. Il y a à nouveau une course-poursuite. C'est là qu'il y a un moment, il y a un petit gag avec, au milieu de la course-poursuite, un plan très éloigné avec une sorte de pompe qui casse complètement le rythme de l'action. Et puis, je sais plus, on voit une vache ou un truc. Enfin, il y a une sorte de contrepoint assez marrant. Et puis, il y a les 2 voitures passent de part et d'autre d'une sorte de petit étang. Et donc, vraiment, foncent. Les filles vont se retrouver derrière la voiture de Stuntman Mike. On a le bruitage, en plus. Oui, c'est les aléas du podcast. Et en fait, la conductrice... commence une réplique, et je sais plus, elle dit I'm gonna tap that ass, ou un truc comme ça, et la réplique est complètement mais il n'arrête pas de l'insulter pendant toute découpée, la scène. voilà, et il y a cet effet de montage où en fait depuis à peu près 2-3 minutes on est sans musique, et il y a cette montée en puissance, et pile à ce moment-là, ils sont sur un chemin de terre, et les 2 voitures sautent sur un tremplin pour regagner la route. Et pile au moment du saut, la musique reprend, et il y a un truc hyper jouissif dans le montage, et vraiment dans la... Enfin, il y a à la fois un côté performatif de Tarantino qui, quand il fait ça, il se dit... j'ai adoré tous ces films, et je vais essayer de faire la meilleure scène de course-poursuite jamais vue, mieux que ce qui a jamais été fait avant moi. Et en même temps, il y a cette pure jubilation du montage. Et en fait, le cut qui arrive au bon moment, la musique qui joue pile au bon moment, c'est un truc qui peut créer vraiment des sensations extraordinaires. Et donc, il y a tout, c'est-à-dire qu'à la fois, la cascade en soi, elle est incroyable. Il faut la faire. C'est en plus Tarantino est vachement à cheval sur le fait il a ce côté un peu réac d'être contre les effets spéciaux. Et donc voilà, elle a vraiment été tournée à une époque où on ne tournait plus vraiment beaucoup des scènes d'action comme ça en réalité. Et en plus, il y a la justesse du montage. Donc voilà, j'adore cette cascade, même si ça me décrit pas moi, quoi. Moi je serais plutôt il faudrait plus que j'aille chercher du Pierre Richard, quoi, pour des cascades qui me décrit. Après, je suis pas si maladroit que ça, donc j'ai un peu cherché des trucs comme ça, mais y a un côté maladroit parce que dans la scène, il y a un côté un peu foutraque de la cascade qui se fait un peu n'importe comment, et elle-même se demande si elles vont y arriver et pas le prendre sur la gueule à la fin. Donc, pas forcément, mais en fait, la cascade en elle-même, c'est un tour de force. C'est-à-dire que indépendamment de ce qui est raconté dans le film, le fait de tourner cette séquence, et même d'un point de vue plus général, la manière dont elle est montée, c'est plutôt quelque chose de très impressionnant, quoi.
Et tu l'aimes justement pour ce qu'elle te procure au cinéma et non pas parce que tu te dis « j'aurais aimé la faire ». C'est plus le sentiment... un peu tout, parce que oui, quand ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début. Et en même temps, pour le coup, les films de Tarantino, je les classerais pas comme Godard dans les films qui intimident, mais plutôt dans les films qui véhiculent un plaisir communicatif de faire du cinéma. Pour moi, c'est vraiment un cinéma qui donne envie de faire du cinéma. Je pense ça C'est très partageur aussi, parce que c'est très référencé. Ça peut être une première porte d'entrée qui va donner envie de voir toutes ces références, tout ce dont il s'est inspiré. Comme son dernier Once Upon a Time in Hollywood, où justement il avait donné 10 films qui ont pu être découverts par des gens qui connaissaient moins les films. Il y a ce côté aussi peut-être... Moi j'ai pas fait d'école de cinéma, mais un de mes professeurs de ciné, c'est Tarantino. C'est en voyant ses films, en lisant ses interviews, en voyant ses classements des films à voir, machin, que j'ai découvert. Ça lui déplaît pas, parce qu'il aime beaucoup parler de ses goûts, justement. Des films qu'il aime. Clairement. Donc on va enchaîner sur la dernière question de ton portrait. Après, on te lâchera sur le portrait chinois. C'est on t'a demandé, en référence, on l'avoue, par rapport à ta chaîne YouTube Calmos, si tu étais une blague, laquelle tu serais ? Alors, j'ai choisi, pour le coup, un film qui n'est pas vraiment une comédie. C'est L'Homme de Rio de Philippe de Broca, qui est plus un film d'aventure, qui est très drôle quand même. Qui est très drôle et qui repose aussi sur la personnalité de Belmondo, et puis sur il y a un petit côté pastiche, décalage. C'est à la fois très inspiré même assez explicitement inspiré de Tintin et de ce genre d'aventure. Ça a par la suite inspiré certainement Spielberg, et le personnage d'Indiana Jones, il doit certainement pas mal de choses à ce film. Pour le coup, en parlant de cascades, c'est aussi un film où il y a des cascades faites par Belmondo, etc. Il y en a d'ailleurs une, je crois qu'il a failli... c'était une fausse cascade, elle n'était pas prévue. Quand il est sur le toit, je crois qu'il glisse et c'était pas prévu, mais on l'a gardé au montage. Et par ailleurs, c'est un film qui du coup est un vrai film d'aventure avec Belmondo qui se retrouve dans un certain nombre de péripéties rocambolesques. Il est militaire, il fait son service militaire, je crois, et pendant la permission, il se retrouve au Brésil. Et bref, à la toute fin du film, il va retrouver son pote de garnison dans le train, et le mec arrive un peu essoufflé en disant « si tu savais ce qui vient de m'arriver, machin, bloqué depuis la porte maillot », je sais pas quoi. Et il raconte tout un truc, et Belmondo lui répond « oh là là, quelle aventure !» Et alors que lui vient de... de vivre, ce qui à l'évidence est une vraie aventure. Moi, je trouve ça c'est quelque chose qui me passionne au cinéma. C'est aussi justement finalement l'autre côté et l'histoire de ce gars, et le fait que finalement quelque chose de très trivial puisse en fait aussi être par le truchement du cinéma devenir une aventure. Il y a ça. Un exemple, je ne sais pas pourquoi je parle souvent de ça, mais c'est au début de La peau douce de François Truffaut. Le personnage principal, qui est un film par ailleurs qui est plus sur l'adultère, etc., qui parle de complètement autre chose, mais en tout cas, dans la séquence d'ouverture, en fait, le personnage principal est en retard et risque de louper son avion, et un ami va l'emmener à l'aéroport, et en fait toute la séquence de trajet pour aller jusqu'à l'aéroport est rythmée, montée, mise en scène comme une séquence de thriller ou de film d'action. Ah oui, c'est revendiqué d'Hitchcock, tout ça. C'est ça, ouais. Et moi, ça, je trouve ça bouleversant, en fait, parce qu'en fait... de rendre extraordinaire quelque chose de tout à fait trivial. Parce qu'en fait, ça nous met... ça nous rend, en fait, accessible le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma va nous faire vivre des choses qu'on vivra jamais dans notre vie.
Et en fait, le fait de pouvoir explicitement, par la grammaire apprise au fil des années, en fait, construire des situations de tension sur des situations triviales, fait que on va pouvoir nous-mêmes trouver de l'extraordinaire dans nos vies. Et en fait, je pense que c'est là que je trouve le cinéma vraiment impressionnant. Et du coup, à la fois, pour moi, c'est une blague, ce truc de dire quelle aventure, et à la fois, c'est vrai que c'est une aventure de rouler depuis la porte-maillot aussi. On va passer à la deuxième partie, du coup, Oui. qui s'intitule « Circonstances et conditions de visionnage ». Et ça fait partie des grands thèmes qui nous obsèdent un petit peu depuis le début, et qui concernent du coup la façon de voir les films, les supports qu'on utilise pour voir des films, en salle, en dehors, tout ça. Et justement, on t'a demandé si toi tu faisais une différence justement entre la salle et le fait de voir un film sur un plus petit écran comme un ordinateur, et si tu as quand même pu découvrir des films et avoir des chocs sur ce petit écran plutôt qu'en salle. Et tu nous as répondu notamment que tu préférais la salle comme support favori, bien entendu, mais que tu as quand même pu, par exemple, découvrir Phantom of the Paradise de Brian De Palma sur ton ordinateur dans un TGV. Voilà. C'était précis. Regarde, c'est incroyable de pouvoir voir des films dans un train quand on y pense. Mais oui, en fait, je préfère la salle parce que déjà, en fait, il y a un truc qui me fait vraiment de plus en plus préférer la salle, en fait, c'est que ça devient pour moi quasiment le seul sanctuaire restant où je peux rester concentré, en fait. Pour moi, c'est au-delà de la taille de l'écran, au-delà de vivre une expérience commune, au-delà de tout ça. En fait, le problème, c'est que j'arrive plus à me concentrer dans la vie en général, et que chez moi, en fait, quand je regarde un film sur mon ordi ou à la télé ou quoi, très facilement, je vais regarder mon téléphone, je vais être détourné par quelque chose, alors que en salle de cinéma, je me mets en mode avion, et le film m'attrape, quoi. Et du coup, typiquement, il y a des films qui vont pouvoir m'énerver. Il y a des films où je vais bouger sur mon fauteuil parce que ça m'énerve, parce que je subis le film. Et pour pouvoir subir un film, pour qu'un film puisse m'énerver, il faut que j'y sois dévoué, que je sois concentré. Et puis, par ailleurs, il y a plein d'autres films aussi qui sont, qui demandent une attention particulière, qui demandent une concentration. Et voilà, on peut vite chez soi, s'assoupir, penser à autre chose, etc. Donc moi, la raison principale pour laquelle je préfère vraiment la salle, c'est pour ça, pour la concentration. Après, j'ai vraiment pas du tout de problème avec la variété des écrans. Franchement, même, je pense que un grand film, tu peux même. J'ai jamais vraiment regardé. Je pense pas avoir déjà regardé un film en entier sur mon téléphone, mais en soi, ça me choque pas, quoi. En fait, que des gens le fassent, c'est en fait. Et typiquement, voir Phantom of the Paradise sur mon ordi dans un train, c'est un film assez spectaculaire. C'est un film baroque. C'est une œuvre d'art totale, c'est une comédie musicale. Mais ouais, moi je pensais à rien d'autre qu'au film en le voyant, quoi, parce que c'est éblouissant. Enfin, c'est vraiment. Peut-être parce qu'il est assez puissant aussi pour être perçu de façon assez forte. Enfin, peut-être que. Après, c'est une question que je me pose. Il y a des films. Ça leur rend justice de les voir en salle, et c'est plus difficile de les découvrir sur un plus petit écran parce qu'on est moins concentré, justement. Effectivement, Phantom of the Paradise, c'est quand même... c'est pas n'importe quel film non plus. Ouais, ça tient la route. Mais après, je sais plus, à une époque, j'avais noté justement des films que j'avais vus ou revus en train. Et en fait, parce qu'en fait, non, mais en fait, je suis, moi, je viens de Lyon, et donc j'habite à Paris, mais j'ai encore de la famille à Lyon, donc ça m'arrive assez souvent de faire le trajet, et le trajet en TGV, c'est 2 heures, donc c'est à peu près le temps parfait pour regarder un film. Et
et surtout quand je fais le trajet tout seul, ben voilà, regarder un film, c'est vraiment parfait. Et ouais, j'avais noté des films que j'ai vus comme des trucs très différents, Le voleur de bicyclette, Breakfast Club. C'est parfois des trucs plus intimistes ou enfin pas forcément justement aussi spectaculaires que du Brian De Palma. Ça peut fonctionner. En fait, dans les trains, ce qui est compliqué, c'est des scènes sexuelles, par exemple. En fait, t'as toujours le truc de tout le monde te regarde. Tu dis non, mais c'est une série, vous connaissez pas. Mais c'est la gêne un peu. Ça, ce truc un peu gênant. Mais ouais, non, j'aime bien ce. Et puis il y a un côté un peu on peut se laisser un peu bercer par le train. Enfin, il y a un aspect comme ça, parfois de mise en abîme. C'est presque la quête des X pour à moindre frais. Mais en tout cas, moi en fait, il y a un autre aspect qui m'intéresse dans la multiplication des écrans. Et sur lequel j'ai beaucoup bossé à l'époque où je m'occupais de Vodcaster, c'est en fait l'accès au film et en fait plus spécifiquement que de regarder des films en entier. Moi, ce qui m'intéresse avec Internet et avec les écrans et tout, c'est de pouvoir à un moment donné revoir une scène en particulier. Et ça, c'est ma principale source de frustration au quotidien, surtout quand j'écris quand j'écris sur le cinéma ou quand j'écris un livre comme en ce moment, c'est que d'un point de vue technologique, ça serait absolument possible d'avoir très facilement un accès immédiat à n'importe quelle scène et je pense, et c'est ma conviction, qu'il serait possible de mettre quelque chose en place comme ça qui ne détruirait pas de valeur, mais qui au contraire ferait la promotion des films. Ce qui était l'objet au tout départ de Vodcaster quand on l'a lancé en 2009, c'était de faire une sorte de plateforme dédiée aux scènes de films. Et puis on a changé plein de fois de modèle économique pour plein de raisons. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais voilà. Et pour des questions de droits d'auteur qui... Parce que tu pensais qu'on pouvait plus s'attirer par des scènes plus que par des avis ou des résumés. C'est pas ça, c'est que je veux que ça existe, en fait, cette fonctionnalité. En fait, je veux pouvoir me dire, je veux revoir telle scène de l'histoire du cinéma à tel moment. Je veux pouvoir le taper dans Google, arriver dessus et la voir. Je voudrais que ça existe. Parce que il y a aucune raison que ça n'existe pas. Et en fait, dans la réalité, il y a plein de raisons qui vont empêcher que ça existe. Et du coup, ouais, c'est mon grand espoir, c'est qu'on finisse par y arriver. En fait, on parlait tout à l'heure un peu de l'accès à l'information, et effectivement aujourd'hui moi j'ai grandi à une époque quand j'étais enfant en tout cas, où c'était encore avant Internet, où à un moment donné on pouvait se poser une question et on n'avait pas la réponse tout de suite, quoi. Et en fait, c'est incroyable en fait de se dire ça. Aujourd'hui c'est inconcevable. Et entre-temps, donc il y a eu Wikipédia, machin, l'accès à l'information. Et entre-temps, il y a eu une nouvelle aussi expérience culturelle qui a vachement changé. C'est par exemple l'accès à la musique. Vous voulez écouter un morceau à un moment, vous pouvez l'écouter. Il n'y a rien qui vous empêche. Il n'y a aucun frottement. En quelques secondes, vous allez pouvoir écouter ce morceau. C'est de la science-fiction il y a 30 ans. Et ben, aujourd'hui, c'est pas si évident de revoir n'importe quelle scène. Alors si on est vraiment sur la surface du cinéma le plus mainstream, etc., on va toujours trouver. Et puis les trucs les plus cultes, voilà. Mais il n'y a pas tout. Et tu as par exemple un exemple d'une scène, toi, que tu aimerais revoir là bah, en fait, il y en a plein tout le temps. Enfin, même des trucs... Même des choses assez connues. Je voulais revoir la scène d'ouverture de Butch Cassidy et Sundance Kid. Non, le film il est pas sur les plateformes de streaming, machin. Donc en fait, si je veux revoir la scène,
il faut que je commande le DVD, que je commande le Blu-ray, que je le mette dans ma PS4, machin, que je regarde le truc. Parce qu'en plus, j'ai plus de lecteur sur mon ordi, machin. Et du coup, c'est quand même mais des milliers de films. Enfin, je veux dire, et même, je sais pas, là, il faudrait que je regarde, mais je pense que plein de... dans le cinéma de patrimoine classique, même sur Hitchcock, Howard Hawks, si tu veux regarder une scène en particulier, t'es vraiment pas sûr de la voir, quoi, en fait. Tu vas avoir... très facilement les scènes qui sont hyper commentées à l'infini. Donc voilà, le meurtre dans Psychose, j'imagine que je suis à 2 secondes de pouvoir la revoir parce que je cherche ça dans Google. Voilà. Mais un moment précis, particulier, c'est pas du tout évident. Et en plus, dans la plupart des cas, les moyens d'y accéder vont être des moyens illégaux, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un l'aura uploadé sur YouTube, etc. Et il n'y a pas un système valorisant pour tout le monde qui à la fois donne l'accès, à la fois est clean d'un point de vue droit d'auteur. Et je trouve ça très frustrant, ouais. Parce que la technologie est là. Oui. Après, il y a une espèce de mini-substitut, moi je trouve, avec la chaîne Blow Up d'Arte qui offre des scènes choisies, donc éditorialisées. Mais c'est ça aussi le problème dont tu parles, c'est que sur Internet, il y a une espèce d'éditorialisation des films qui sont plus ou moins mis en avant et d'autres qui sont totalement oubliés, qui sont introuvables. C'est ça. Et donc on doit... Après c'est jamais vraiment totalement introuvable. C'est-à-dire que dans la réalité... et par ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de voir à peu près n'importe quel film aujourd'hui, même sans bouger de chez soi, que par le passé. Mais ouais, il y a ce côté un peu instantanéité. Après, c'est peut-être peut-être que j'ai tort d'avoir cette frustration, parce que l'accès immédiat à l'information, c'est peut-être pas forcément une si bonne chose que ça. Hein. Après, il y a des grandes questions philosophiques. Là, on va digresser bien loin. Là, on digresse bien loin. mais oui, je crois que Clément, tu as une dernière question. On va revenir à la salle de cinéma, justement. Et on t'a demandé une séance, en fait, dans une salle de cinéma où vraiment les rires des spectateurs t'ont gêné ou angoissé, en fait. Alors j'ai pensé à 2 trucs là-dessus. D'ailleurs, je vais juste parler de celle que je vous ai pas nommée et que j'y repense, mais c'est dans Killer Joe de Friedkin. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a la scène du Nuggets, on va dire. Oui, c'est ça. Et les gens riaient beaucoup dans la salle, et après j'ai... Ouais. Peut-être après rappel. En fait, McConaughey est une sorte. Alors, je me rappelle pas forcément super bien de l'histoire, donc faut peut-être me corriger si je me trompe, mais il me semble que McConaughey joue un tueur à gages qui a été engagé pour tuer je ne sais plus qui dans la famille, et en fait, il va se retourner contre la famille parce qu'ils veulent plus le payer, ou qu'il y a une histoire comme ça. Et en fait, il va terroriser la mère de famille en la violant d'une certaine manière. En fait, il prend des nuggets, quoi, des cuisses de poulet frit, et il la tient, il tient le nugget au niveau de son sexe, et il la force à manger le truc, quoi. Et la scène, elle est... il y a un côté un peu loufoque, un peu pathétique. En plus, c'était vraiment le début du comeback de McConaughey qui commence à... Le regain, c'était juste avant le Loup de Wall Street, et avant qu'il redevienne... qu'il devienne tout court... En mode de Jeff Nichols, avant... Ouais, voilà. Et en fait, moi, cette scène, les rires des gens me posaient question, parce que la scène, elle est plutôt très très glauque, et en même temps il y a ce côté un petit peu, on sent que le rire, c'est surtout un rire de malaise, hein. Les gens savent pas trop quoi faire, donc dans la panique ils rient, j'imagine, mais je trouve ça toujours intéressant de questionner les rires sur des scènes, en tout cas, qui ne sont pas forcément
censé être un paiement de comédie, quoi. Enfin, après, peut-être Friedkin, il est spécial quand même, donc peut-être qu'il cherche à obtenir le rire avec cette séquence, mais voilà. Et alors, l'autre exemple que j'avais listé, pour moi, c'est... bout du spectre. Le bout du spectre. Non, pour le coup, c'est un film qui est censé être drôle. Et moi, qui est Very Bad Trip. Qui est Very Bad Trip de Todd Phillips, le premier. Ouais, j'ai pas eu la force. Si, j'ai vu le 2, j'en ai aucun souvenir. Et le 3, non, j'ai pas été jusque-là. J'ai vu Joker aussi, c'est le même... de Todd Phillips aussi. On n'oublie pas que... qui est aussi... bref. Et en fait, non, Very Bad Trip... vraiment, pour moi, c'était l'encéphalogramme plat, quoi. Je trouvais ça pas drôle. Je trouvais ça, en fait, pas drôle, surtout parce que... en fait, à aucun moment, je crois à ces personnages. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film fait semblant d'être impressionné par la débauche de ces personnages, quoi. Enfin, il y a un truc qui est complètement artificiel. C'est malhonnête, en fait, le film. Complètement malhonnête, en fait. Et du coup, et c'est le pire truc, en fait, c'est la malhonnêteté en comédie. Surtout que dans mes souvenirs, le premier, quand il est sorti, ça avait été un peu un phénomène en plus. Il y a eu un engouement vraiment de la part du public en général. Et donc c'est pour ça que pour moi, ça a été une séance vraiment particulière et que j'ai un peu subi comme une agression. C'est-à-dire que je suis dans une salle, mais pleine à craquer, quoi, où vraiment... une salle complète, et les gens sont explosés de rire pendant tout le film, et moi je me vois vraiment, enfin même pendant le film, je me voyais limite en caméra extérieure, tout blanc, à me dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens, mais quoi, c'est nul, et les gens sont explosés de rire, et ça c'est très, parce que tu te sens vraiment seul pour le coup, et tu te sens... Et t'étais seul à cette séance, t'étais venu seul Ouais, je pense. Oui, c'est sûr même. Enfin, moi, je vais beaucoup au cinéma tout seul, aussi pour des histoires, comme je disais, que les gens veulent aller au balcon, donc déjà, ça pose problème. Bref, j'étais tout seul à Very Bad Trip, et je subis le truc parce que je ne comprends pas. Et en plus, c'est un truc qui est... Quand on s'intéresse en plus un peu spécifiquement à la comédie, c'est problématique en fait parce que d'une certaine manière ils ont raison, quoi. Enfin, si ça les fait rire, ça veut dire que le film fonctionne, quoi. Et ouais, alors après, ce qui m'a un peu rassuré, c'est que j'ai jamais revu le film en entier, mais je vois, enfin, j'ai en tout cas vraiment le sentiment que c'est un film qui a énormément perdu de sa puissance avec le temps, et que c'est un film qui fait plus trop rire les gens. Je pense qu'on referait des séances, je serais moins seul à pas rire dans la salle. Et puis oui, mais en tout cas c'est intéressant. Enfin, je suis content de l'avoir vu du coup quand même dans cette situation, parce que c'est intéressant en fait, toujours les réactions de la salle. Mais donc on te demandait comment fonctionnait ta mémoire de cinéphile, et notamment par rapport à ton ouvrage Movieland, où tu traces des liens limite géographiques entre les films, justement. Alors, le concept de Movieland, en fait, c'est une carte avec plus de 1800 films dessus. Donc j'ai dessiné la carte de ce monde imaginaire. Et ça a pas de lien avec les lieux de tournage ou la géographie des films, mais les films sont positionnés et liés les uns aux autres par des routes en fonction des connexions que j'imagine entre les films. Donc parfois ça va être assez basiquement des connexions de genre, donc il va y avoir le désert du western, les îles teenage, la péninsule initiatique, des choses comme ça, la zone des drames, des comédies, et puis à l'intérieur des différentes régions et entre les différentes régions, les connexions spécifiques entre les films. Tel film est inspiré de celui-là, il y a une route qui les rejoint. Ces films vont se retrouver autour du lac des paradoxes temporels parce qu'ils parlent de voyage dans le temps. Tous ces films vont être... par thème, c'est vraiment par thème, par sujet, par la manière dont sont faits les films et se connectent.
En fait, c'est aussi la manière dont moi j'ai pris goût au cinéma. C'est à partir du moment... en fait, il y a deux choses. Donc, je disais tout à l'heure, le fait de commencer à voir beaucoup de films, de les voir tout seul et de me libérer du côté un peu social d'aller au cinéma. Et l'autre élément vraiment déclencheur, ça a été en fait, d'appréhender le cinéma comme un tout et de voir, en fait, d'avoir une sorte de vision d'ensemble et de voir à quel point plus on voit de films, plus on a envie d'en voir et plus les films s'enrichissent les uns les autres. Comme un écosystème qui marcherait c'est organique, sur lui-même. Ouais, c'est ça. Et il y a ce truc et je relis ça à Internet parce qu'en fait aussi ma cinéphilie, elle s'est développée en même temps que je prenais goût à Internet. C'est ce côté de voir les liens hypertextes qu'il peut y avoir entre les films. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, me dire ah oui tiens en fait ça répond à ça. Il a fait ce film parce que ou cet acteur on le retrouve ici, etc. Et donc la carte en fait restitue de manière visuelle ma vision de l'histoire du cinéma. Avec du coup à la fois il va y avoir des fleuves, par exemple le fleuve du braquage va traverser plusieurs régions et il va passer à travers les films de gangsters, les westerns, les romances, les comédies musicales. Et en fait, au bord du fleuve, on va avoir des films qui sont à la croisée de ces deux thématiques. Et donc, je me suis retrouvé au fil du temps de la conception de cette carte de plus en plus face à un casse-tête de où je mets tel ou tel film. Et en fait, ce casse-tête-là, ça restitue aussi la manière dont je me souviens des films. Et ça fait aussi que avec le temps, même cette approche fait que parfois je peux avoir des doutes ou me tromper. Le truc, c'est que on peut totalement considérer ces films, se dire que ça n'a absolument aucun rapport, quoi. Je pensais les 8 salopards de Tarantino. Pour moi, c'est un film qui est intimement lié à The Thing de Carpenter. Et il l'est effectivement. Alors Tarantino a montré le film à l'équipe. Il y a ce côté huis clos dans la neige, de savoir qui est le mal, etc. Donc ces connexions, elles sont explicites, elles sont aussi dans le film, elles sont dans la conception. Mais d'un côté, il y a un western et puis un... Oui, ça donne deux œuvres très différentes. Ouais, et on peut très bien complètement les considérer comme opposées, différentes, et en même temps, ça se rapproche. Et en fait, le rapport des films de Carpenter avec les westerns, il se défend aussi beaucoup parce que c'est un grand fan de Howard Hawks, et plusieurs de ses films sont des relectures de Rio Bravo, et Rio Bravo, en soi, c'est aussi un film qui est connecté à un autre western parce que c'est la réponse de Howard Hawks au Transylvania 3 fois de Zimmerman. Et donc bref, et tous ces trucs créent des liens entre les films, et moi ça m'intéresse beaucoup de les explorer, de me poser des questions, et je pense, et c'est ça que j'ai voulu restituer avec la carte, c'est que c'est aussi un moyen de découverte, c'est-à-dire que de la même manière que grâce aux films de Tarantino, qui sont des films hyper connectés, tellement connectés que du coup j'ai eu du mal à bien restituer sur la carte les films de Tarantino que j'ai placés. En fait, ils sont pas aussi bien connectés que je voudrais, parce qu'en fait, il faudrait presque qu'ils soient en 3D et qu'ils soient connectés à tout, quoi. Oui. Ils seraient dans plusieurs régions à la fois, etc. Et paradoxalement, alors que vraiment, le rapport au cinéma de Tarantino, c'est une des plus grosses inspirations que j'ai eues pour faire Movieland. C'est avec ces films que ça marche moins bien. Parce qu'en fait, Kill Bill, si on veut, c'est un western, c'est un film de kung-fu, c'est un film sur la parentalité. C'est difficile. Et donc voilà. Donc effectivement, ma mémoire du cinéma, c'est une sorte de carte mentale avec plein de liens dans tous les sens. Et justement, je vais te couper, mais pour la prochaine question, on parle d'un film qui est couvert, qui a vraiment plusieurs couches de films avant lui. Et on t'a demandé quel est le film qui t'avait hanté. Qui t'a empêché de dormir, oui. Voilà, qui t'a empêché de dormir. Et non seulement, la réponse est très personnelle et très intime, mais on a vraiment... moi, je me demande pourquoi votre prof vous a montré ça si jeune. Mais donc, je te laisse répondre. Quel est ce film en particulier ? Ouais, alors...
c'est marrant, c'est un film qui normalement n'aurait pas trop dû m'empêcher de dormir, c'est Scream de Wes Craven. Le premier. Qui est comme toute la saga Scream, c'est des films hyper méta sur le cinéma d'horreur, et presque il y a un côté... il y a trop de références. Ouais, c'est censé plus désamorcer en fait le slasher et la peur, etc. Trop méta. Et en fait, le problème, c'est que la manière dont j'ai découvert le film, surtout que j'ai pas découvert le film en entier, c'est que encore pire, je trouve. elle est horrible, la scène d'ouverture, surtout si on s'arrête là. Ouais. En fait, j'ai vu la scène d'ouverture de Scream en classe, en 5e. Et en fait, le prof d'anglais l'avait passé parce que c'était un peu genre, je sais plus, c'était la fin de l'année ou avant les vacances, au milieu de l'année. Et il avait ouvert le concept et quelqu'un avait dit je vais ramener un film, quoi. Et lui, il savait pas ce que c'était, quoi. Et donc, on regarde le film, lumière éteinte dans la salle. Et alors, c'était en plus, c'était quand même donc c'était en VO sous-titré parce que cours d'anglais. Et donc, cette très belle scène d'ouverture. Trop péripéties de dénouement en 10 minutes, quoi. Ouais, en plus, c'est un court-métrage en soi, très cinéphile d'ailleurs, parce que c'est. Comment elle s'appelle d'ailleurs C'est Drew Barrymore qui est au téléphone. Un type lui dit c'est quoi ton film d'horreur préféré, machin. Donc il y a plein de références qui volent, et puis elle finit par se faire trucider à la fin de la scène par donc, le personnage masqué de Scream. Et là, le prof arrête la vidéo et dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc fasciste, machin. Et voilà. Et en fait, tout le monde rentre chez soi en n'ayant vu que ça. Alors, il y avait aussi, je crois, une camarade qui a plus ou moins fait un malaise au milieu de la scène. C'était assez... c'était gagasque. Le truc en soi, c'est une scène coupée des beaux gosses, je pense. Et bref, du coup, ça m'a un peu poursuivi pendant quelques nuits après, où en plus moi, je suis venu assez tardivement au cinéma d'horreur. À l'époque, j'en avais pas trop vu, et puis j'étais pas trop tenté par ça. Et le cinéma d'horreur, je l'ai découvert sur le tard et adoré plein de cinéastes. Et ce que fait Wes Craven, ça reste super intéressant, même si au bout d'un moment, il y a un côté un peu petit malin avec la série Scream. Mais donc tu l'as fini, ce film, quand même, mais bien plus tard. Okay. Bien plus tard. Et donc, du coup, à l'époque, pendant quelques temps, quand je sais pas, j'étais tout seul chez moi... près de la fenêtre et tout, je me disais qu'est-ce qui va m'arriver. Mais il y a vraiment ce truc, et je suis plus sensible. Certaines personnes sont plus sensibles au fantastique. Moi, au contraire, je suis beaucoup plus sensible aux situations très cartésiennes. Et je peux avoir beaucoup plus peur d'un truc qui peut vraiment se passer. Et puis je trouve qu'il y a un rapport au sang dans ces films. Moi, ça m'a frappé dans justement le début de Scream. C'est que, pour le coup, si on met en comparaison par rapport à Tarantino, il y a un rapport au sang où ça gicle, c'est vraiment... on n'y croit pas une seconde, c'est un peu too much. Alors que là, quand je me souviens, il plante le couteau dans la première scène en haut de la poitrine, on se dit oui, c'est comme ça que ça coulerait comme ça rentrerait comme ça, il y aurait un bruit un peu comme ça, il y a quelque chose d'extrêmement terre à terre et trivial. Et malgré tout, pour le coup, la filmo de Wes Craven, il en a vu d'autres, il nous en a montré d'autres. C'est-à-dire que je pense que c'est un de ses films les moins flippants, finalement. Il a fait des trucs... peut-être flippant, c'est pas le mot, mais en tout cas... il a filmé des trucs qui sont vraiment traumatisants et qui vont très loin, quoi. Et après... mais pareil, ça c'est des films que j'ai vus un peu plus tard. Moi le film que je trouve le plus terrifiant, c'est Halloween de Carpenter. Et en fait, pour moi, ça me terrifie vraiment parce qu'il y a une sorte de... C'est aussi la scène d'ouverture. Et en fait, c'est le fait de nous mettre dans les yeux du tueur. Ouais, et en fait, ce sentiment-là, pour moi, on s'en remet jamais vraiment, quoi. Il y a un truc qui est insoutenable, en fait. C'est pas une expérience qu'on a envie de vivre. Non. et donc, c'est très, très, très intéressant, le cinéma d'horreur. Et oui, et je sais pas comment...
je sais pas comment j'aurais vécu mon rapport au cinéma si j'en avais vu plus jeune, parce qu'en fait, j'ai finalement, enfin, c'est plutôt vers la fin de l'adolescence que j'ai commencé à me faire Argento, Carpenter et compagnie. Et en fait, je voyais les films en ayant une conscience aiguë que c'était du cinéma. C'est-à-dire que en fait, je peux plus être un spectateur. Aujourd'hui, je peux pas être un spectateur qui n'a pas conscience que c'est du cinéma totalement. En tout cas, pas avec des films d'horreur. Donc nous voilà repartis et on va passer à quelque chose de plus doux, donc, qui est notre carte blanche, et tu vas nous raconter une scène de Ma nuit chez Maud de Eric Rohmer. Ouais, alors j'ai bien aimé la manière dont vous avez formulé la question. Ça raconte une scène d'un film comme si tu y étais, sensation, odeur, bruit. Et alors c'est marrant parce que, en tout cas, c'est Eric Rohmer en général, mais surtout Ma nuit chez Maud, c'est un film qui est très important pour moi, qui fait partie des rares films que j'ai déjà regardé en boucle. C'est-à-dire réellement relancer le film à la fin, sur le générique de fin. Et c'est pour le revoir du début. Ouais, pour le revoir du début. C'est un film que je trouve vraiment extraordinaire, passionnant, qui je dirais que dans mon rapport au cinéma, j'ai plusieurs veines, plusieurs choses très différentes qui m'intéressent. Et là, ce qui m'intéresse dans ce film en particulier, c'est tout le sous-texte, tout ce qui n'est pas dit par les personnages et tout ce jeu ludique que peut avoir le spectateur d'essayer de comprendre ce que pensent vraiment les personnages et comment ils se positionnent et pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Rapport psychologique. Vraiment. Et d'un point de vue psychologique, etc. Et alors, Ma nuit chez Maud, c'est un film de 1969, en noir et blanc, qui se passe à Clermont-Ferrand. Il n'y a pas beaucoup de films à Clermont-Ferrand. Ça fait pas rêver d'un coup. Mais c'est l'un des plus connus, du coup, qui se déroule à Clermont-Ferrand. Je pense que c'est le top 1 des films à Clermont-Ferrand. J'aime bien aussi Quand j'étais chanteur, de Xavier Giannoli, qui se passe aussi à Clermont-Ferrand. J'ai pas 50 autres exemples. C'est déjà pas mal. Et donc c'est l'hiver, c'est juste avant Noël, et en fait on suit le personnage de Jean-Louis Trintignant qui est ingénieur et qui a la particularité d'être catholique, pratiquant, fervent catholique. Et au début du film, à l'église, il va voir une jeune femme blonde et rien qu'en la voyant, tomber amoureux d'elle et décider qu'il allait l'épouser. À l'ère de 2020, il y a pas mal de relectures sur le machisme du film, mais on ne va pas faire cette relecture-là aujourd'hui. Et en fait... alors il croise par hasard un vieil ami dans les rues de Clermont-Ferrand, et tout ça va l'amener à dîner chez Maud, qui est jouée par Françoise Fabian. Qui est vraiment très, 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 très belle. Qui est vraiment très, très belle dans ce film. Et qui a aussi beaucoup de caractère, et qui, elle, est une athée convaincue. Une femme divorcée. Et une femme divorcée avec une petite fille. Et alors je ne vais pas raconter tout le film, mais disons que son mari à elle, ils ont fini par se quitter, notamment parce que lui avait une liaison avec une jeune femme blonde. Et en fait, donc le grand mouvement de bravoure du film, c'est la séquence dont je voulais parler, mais c'est quasiment tout le film, c'est la séquence du dîner et de la soirée, donc la nuit chez Maud. Chez elle. C'est ça. Donc en fait, tout est une continuité de séquence, parce qu'en fait, ça se passe donc dans le salon de Maud, où il dîne avec donc Vidal, l'ami en commun, et elle. Et ils ont une longue conversation sur le pari de Pascal.
parce que Trintignant est en train de relire Pascal, et lui, il est un peu énervé par Pascal en tant que... il se sent pas en phase avec le rapport à la chrétienté de Pascal, et cette transposition avec les lois de probabilité et le jeu, et bref, je ne vais pas raconter le pari de Pascal, mais voilà. Et, on sort du podcast cinéphile. Et Vidal, qui lui est marxiste, lui applique à son rapport à la politique la théorie un peu du pari de Pascal. Et bref, il y a une longue conversation là-dessus qui va en fait complètement recouper les enjeux intimes qui vont être les enjeux de Trintignant, qui lui en fait d'une certaine manière se sent le besoin d'être fidèle à la femme qu'il ne connaît pas encore vraiment mais qu'il a décidé qu'il allait épouser. Et ça en gros c'est ce qui va le retenir de passer la nuit avec Maud, enfin de passer la nuit au sens biblique du terme. Et donc il y a tout cet enjeu et cette sorte de tension sexuelle où en fait Maud est très intéressée par lui, par ce qu'il raconte, machin, va lui donner une sorte d'ouverture, quasiment presque explicitement lui proposer de coucher avec elle. Et lui, il va tourner autour du pot. Il va dire non, au début, je vais dormir dans le fauteuil à côté. Et puis, il finit par se mettre dans le lit, mais s'enrouler dans une sorte de peau de bête par-dessus. Enfin, il y a un truc un peu ridicule, pathétique. Ils finissent par se retrouver ensemble sous les draps, par s'embrasser, et puis il la repousse. Et il y a tout ce moment-là. Et donc, jusqu'après qu'il la repousse, elle est furieuse. Elle s'enfuit, et puis elle va dans la salle de bain. Et lui essaye de la rattraper, et elle lui répond non, moi j'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent, quoi. Et en fait, toute cette construction avec à la fois l'exposition théorique en fait de ce qui va se jouer, toute la discussion autour de Pascal, le jeu interminable de séduction, de j'y vais pas, j'ose dire des trucs, qu'est-ce que je pense, de quoi j'ai envie, etc. Le fait que le personnage de Trintignant, en fait, il contredit sa propre éthique, en fait, en renonçant à un truc, puis en revenant... Enfin, tout ce doute-là, c'est un truc qui me fascine complètement, que je trouve hyper intéressant. Et en fait, on est dans cet intérieur clermontois. C'est un petit appartement moquette. Il y a des sortes de peaux de bête, la grande couverture très blanche, en blanche de Maud. Et c'est intéressant parce que cette scène, cette longue séquence, je l'ai revue plein de fois. Le film en entier, je l'ai vu un paquet de fois. Et en même temps, c'est une époque qui m'échappe complètement parce que c'était bien avant que je naisse. J'ai du mal à m'imaginer vraiment dedans. C'est-à-dire, par exemple, l'odeur du début des années 70. Moi, j'ai une odeur rapportée de cette époque. C'est-à-dire que j'ai déjà senti des choses qui dataient des années 70, mais qui n'avaient pas cette odeur à l'époque. Et ce genre d'appartement, ce genre d'intérieur, ce genre toute cette manière de se comporter aussi, c'est cette manière de parler, la voix de Trintignant, pour moi c'est une des plus belles voix du cinéma français, cette manière de parler incroyable. Et ouais, tout ça, c'est ça que je trouve incroyable avec le cinéma, c'est-à-dire que ça reste dans une sorte de capsule. On peut revoir, c'est pareil, c'est Françoise Fabian, Jean-Louis Trintignant, ils sont à jamais jeunes dans ce film, ils sont ce qu'ils sont là. Et en même temps, c'est quelque chose qui est passé, quoi. Et voilà, c'est un film qui me passionne parce qu'en fait, on est obligé. Je comprends complètement qu'on puisse s'ennuyer beaucoup devant les films de Rohmer. Je ne sais plus dans quel film. Il y a un film,
crois que c'est un film de Nicolas Ray dans lequel Gene Hackman fait cette plaisanterie en disant regarder un film de Rohmer, c'est comme regarder la peinture séchée. C'est un peu violent. Et en fait, le truc, c'est que ça demande aux spectateurs d'être extrêmement actifs, en fait. C'est-à-dire que tout l'intérêt, c'est de en permanence se poser des questions sur les gens qu'on est en train de regarder. Et moi, j'avoue que il y a toute une partie de l'histoire du cinéma fait que c'est devenu un art assez voyeuriste. Et, alors que là, justement, tout est les non-dits ou les suggestions. Pour moi, on est quand même dans un voyeurisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un voyeurisme comme justement le voyeurisme des films d'horreur ou le voyeurisme du voyeur de Michael Powell ou des choses comme ça. Mais on est dans ce truc c'est un peu comme écouter les conversations des gens au restaurant. C'est ce truc d'être juste spectateur, d'assister à des choses extrêmement intimes pour les gens, des choses tellement intimes qu'ils ne vont jamais l'exprimer à voix haute. Et en même temps, on va les comprendre. Et c'est quasiment impossible, en fait, de parler de ces films parce que à partir du moment où on explicite ce qui se passe, on perd la richesse de ce qui se passe à l'écran. C'est peut-être pour ça que les films de Rohmer, quand ils ennuient pas les gens, les fans, en fait, vraiment, ont vraiment l'impression que le film s'adresse à eux directement. Ouais. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de passionnés de Rohmer qui ont du mal à complètement expliquer pourquoi ça leur parle autant, justement. Enfin, ils vont essayer de m'expliquer et finir par me dire « Ah oui, mais en fait, j'arrive pas vraiment à le dire avec des mots. » Enfin, c'est toujours très intime, en fait, je pense, quand un film de Rohmer parle à quelqu'un. Ouais, avec des mots, en fait, on rapetisse le film, quoi. Mais particulièrement, effectivement, c'est peut-être l'idée qu'on entend des personnages dire des choses qu'on n'entendrait pas dans la vraie vie, sauf si on écoute aux portes ou dans des restaurants. Ouais, il y a de ça. Après... c'est comme des confessions, quand même, parfois. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, il y a ce qu'ils disent et il y a surtout ce qu'ils ne disent pas, quoi. Et les mensonges aussi. Ah oui, bah ça... c'est intéressant, enfin, quand des personnages qui mentent. Parce que... Et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qu'a dit ou qu'a écrit Rohmer, justement, que on fait pas assez mentir les personnages au cinéma. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et qui, moi aussi, m'intéresse beaucoup. On parle de films qui ont du mal à se transmettre, mais on va passer justement à notre section où on parle de transmission. Et on t'a demandé une comédie que tu détestes, mais que pourtant tu recommanderais. Tu nous as parlé d'un ovni. Ouais. Vraiment, j'ai hâte que tu nous en parles. Bah c'était tordu comme question, parce que je déteste, mais que je recommande. Mon pire ennemi ou non. Et du coup, ça m'a fait penser à un film que l'histoire du cinéma a peut-être un peu déjà oublié. Pourtant, c'est un film de 2007. C'est Sa Majesté Mineure de Jean-Jacques Hano, quand même. Celui qui a fait Le Nom de la Rose. Voilà. Faut pas l'oublier. Bah, il a fait quand même pas mal de beaux films. La Guerre du Feu, Stalingrad, L'Ours. Et donc, en 2007, il a fait Sa Majesté Mineure. Et alors, en fait, c'est une sorte de comédie un peu fantastique avec un satire et Vincent Cassel et José Garcia. Ouais. Et Vincent Cassel, il est en centaure, je crois. Non, c'est un satire. C'est lui le satire. C'est le dieu Pan. Et José Garcia, il est comment ? C'est un espèce d'homme élevé par une truie, donc qui ne parle pas pendant toute la première partie du film et qui... Ah oui, voilà, c'est ça. Lui, il a une sorte de gros nez. Parce que moi, par contre, je ne l'ai pas revu depuis le fait de l'avoir vu en salle à l'époque. Tu ne l'as pas réinfligé, c'est ça ? Non, non, c'est horrible. Par contre, c'est un film qu'il faut voir pour voir ce qui se passe
quand on ne dit pas non à un cinéaste, quoi. C'est-à-dire que là, je pense que Jean-Jacques Hano avait atteint un statut où il était en roue libre totale. Et à un moment donné, il fallait vraiment l'arrêter, quoi. Et je pense que c'est un film qui a dû être fait pour un grand nombre de très mauvaises raisons, qui a quand même coûté 25 millions d'euros à l'époque. C'était déjà énorme. Espagne, je crois. Tourné en Espagne avec, j'imagine, c'était la grande mode. C'était un peu l'époque, c'était juste avant Astérix aux Jeux Olympiques. Les budgets un peu pharaoniques, justement. Un peu pharaoniques pour faire un peu n'importe quoi. Et le film a fait que 140 000 entrées, qui était, vu le budget, un four complet. Et alors je me souviens d'une punchline, et il y avait, je crois que c'est Vincent Cassel qui entend José Garcia arriver dans le fourré, et il lui dit alors, tu viens pour ta sodomie ? Non, c'est pour un conseil. Oui, parce qu'il essaie de... Il répond, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ça la punchline. C'est dans la bande-annonce d'ailleurs, cette blague. Rien que pour voir ça, c'est le meilleur moment du film. Mais c'est intéressant. Parce que pour moi, je cherche la formulation, mais une comédie que je déteste, mais que je recommanderais, si je la déteste, je ne peux pas vraiment la recommander pour sa qualité, mais plus pour le naufrage que ça, quoi, pour voir que... C'est un cas d'école. On peut, qu'à un moment... Ça déconne complètement, quoi. C'est vraiment... Et c'est un peu les effets de bord du système français, où en fait on peut se retrouver... avec des auteurs trop puissants. Voilà, pour protéger des grands auteurs, où à un moment ça devient plus possible que France Télévisions dise non à Jean-Jacques Hano. Donc au bout d'un moment, le plan de financement se monte, et on se retrouve avec une aberration, quoi. Et ça, c'est problématique. Mais alors, ça fait une transition toute trouvée avec la dernière question de cette partie. Parce on inverse un peu le... C'est ça, on t'a demandé un film que tu adores et dont tu as surtout entendu, vu ou lu de mauvaises critiques. Et c'est intéressant parce que tu as choisi La jeune fille de l'eau de Shyamalan, et qui, à mon avis, fait vraiment partie de ces cinéastes qui ont été adorés, voire adulés, puis complètement boudés ensuite, et qui connaissent maintenant peut-être un retour en grâce. Alors Shyamalan, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai contribué, d'ailleurs, il existe un ouvrage collectif qui s'appelle Les Contes de l'au-delà sur l'œuvre de Shyamalan, qui avait été écrit, on avait sorti ça juste après After Earth, donc c'était avant son retour en grâce. Je crois que c'est Split qui l'a... Oui, c'est Split qui l'a... Et déjà, The Visit, c'était déjà... En tout cas, si, The Visit, c'est ça. The Visit avait été avait été un succès, qu'il l'a remis en selle, etc. Et donc moi, j'aime vraiment énormément Shyamalan. En tout cas, ce qu'il fait entre Sixième Sens et La jeune fille de l'eau, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ensuite, il a un peu fait une sortie de route avec Le Dernier Maître de l'air, et puis After Earth, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est un cinéaste que je trouve passionnant et que je continue à suivre attentivement, même si j'ai été très déçu par Glass, son dernier. D'accord. Alors que j'avais plutôt bien aimé Split. Et moi, The Visit, je trouve que c'est un grand petit film, quoi. Il est génial. C'est un très beau film avec pas grand-chose. Et en fait, La jeune fille de l'eau... Donc c'est ce film qui a été plutôt détesté par la critique. En fait, on est vraiment dans un... En fait, tout le rapport à la critique de Shyamalan est intéressant, parce que en fait, le succès initial de Sixième Sens a été tellement énorme que, d'une certaine manière, une partie de la critique américaine notamment, a commencé à le prendre en grippe dès Incassable, en fait, et notamment sur l'histoire du twist et sur l'attente, le jugement que le twist d'Incassable n'était pas aussi bon que celui de Sixième Sens, alors qu'en fait, dans Incassable...
c'est pas vraiment la même chose. Enfin bon, il y aurait plein de choses à raconter là-dessus. Et bref, d'un film à l'autre, en fait, il avait des gens qui le portaient au nu. La sortie de Signe. Certains le considéraient presque comme le nouveau Hitchcock. Enfin, il a vraiment été qualifié comme ça. Il fait la couve de Newsweek à la sortie de Signe avec écrit le nouveau Spielberg. Donc il y a ça qui met énormément de pression, etc. Et qui fait aussi que quand quelqu'un est porté au nu, ça crée aussi un momentum pour le défoncer, quoi. Et donc il s'est retrouvé un peu, et puis il y a eu ce truc aussi c'est devenu un peu sur Internet, dans la communauté cinéphile, au moment où Internet se développait à fond, c'est devenu un peu un running gag de dire que Shyamalan fait des films de pire en pire, que toute son œuvre a été un peu caricaturée. Et en fait, dans La jeune fille de l'eau, il fait certainement, à mon avis, une grosse erreur à ce moment-là pour sa carrière, c'est que en fait, il s'en prend directement aux critiques avec un personnage de critique dans le film. Et le film est... En fait, il y a plusieurs choses importante pour présenter le film. D'abord, c'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants qui, un peu dans la biographie de Shyamalan, a son importance, qui arrive dans le moment où ses filles sont petites et il tire l'histoire d'une bedtime story, d'une histoire qu'il raconte à ses filles pour les endormir. Et en fait, il a envie de porter ça au cinéma. Et le film porte sur la construction narrative. C'est une sorte de huis clos dans un complexe d'appartements autour d'une piscine. Il y a des gens vraiment extrêmement différents. Voilà, et plein de personnages vont participer à la construction de l'histoire. Et puis il y a ce côté un petit peu naïf, bienveillant, candide presque, du regard de Shyamalan. Et alors il fait en fait deux erreurs. Il met en scène un critique qui va essayer de ridiculiser dans le film et qui finit par se faire bouffer. Et le personnage est un peu grossier, un peu problématique. Et aussi, l'autre truc qui s'est vachement retourné contre lui, c'est qu'il se met lui-même beaucoup plus en scène que dans ses films précédents. Et comme un messie. Et voilà, comme une sorte de personnage qui a été un peu perçu comme mégalomaniaque. Mais moi, je trouve que ça reste un film qui est vraiment très très beau, qui parle aux enfants, en fait, des enfants pas trop jeunes parce qu'ils vont avoir peur, mais des enfants de, je dirais... 10-12 ans peuvent vraiment apprécier le film et qui visuellement c'est encore une leçon de mise en scène. Il y a des trucs extrêmement réussis. C'est une des plus belles BO de James Newton Howard. C'est ce que fait Paul Giamatti et même Bryce Dallas Howard, je trouve ça incroyable. C'est un film qui est extrêmement riche, qu'il faut prendre en fait comme un conte pour enfants. Ouais, comme un conte pour enfants, sans trop d'a priori, et qu'il ne faut surtout pas aborder comme le nouveau film du réalisateur de Sixième Sens. Et en fait, c'est ça la difficulté. Et c'est ça qui lui a un peu collé à la peau pendant des années, c'est d'être par le réalisateur de Sixième Sens, Et le problème, c'est que c'est un spectre... un prisme, pardon, qui est parfois problématique. Quand je parlais des connexions que je fais entre les films, effectivement, l'a priori, l'angle avec lequel on découvre un film est hyper important. Hyper important et conditionne vachement la perception qu'on peut en avoir. Et donc, c'est un film magnifique et je recommande toute la filmo, quasiment toute la filmo de Shyamalan, et en particulier, effectivement, The Visit, qui est finalement... pas été si vu que ça. Alors que dans ces derniers films, j'ai l'impression que c'est l'un des plus intéressants. Ouais, c'est un film qui est très particulier parce que c'est un fun footage un peu qui est fait du point de vue des enfants et qui au-delà du côté un peu les jumpscares et le côté la grand-mère un peu folle qui fait peur en courant toute nue dans le couloir, il y a ce côté très intime, et c'est toujours ça qui est intéressant dans les films de Shyamalan, c'est les sous-couches en fait, c'est-à-dire qu'au-delà du genre, et à la fois il respecte à fond le genre et il le méprise pas et il fait pas le
le film autorisant qui se place en surplomb du genre, et à la fois il va glisser des surcouches très intéressantes, et moi il y a un raccord à la fin de The Visit moi, qui m'émeut aux larmes à chaque fois que je le revois, quand il y a je peux pas le raconter, mais il y a cette conclusion sur l'histoire qui est vraiment magnifique. C'est une parfaite transition avec notre dernière question qui est ton film Refuge. Donc de l'intime. Ouais, alors moi j'aime beaucoup cette question, même la notion de film refuge, ça me paraît presque une évidence. C'est une question que je me pose beaucoup, particulièrement en ce moment, parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre tiré de Movieland. On boucle la boucle. Ouais, voilà, qui va être... en fait, dans mon premier livre, en fait, le principe était de suivre des itinéraires et d'avoir une approche, je dirais, un peu encyclopédique, en suivant 50 itinéraires et qui sont autant d'approches transversales et thématiques de l'histoire du cinéma. Donc, il y a un chapitre sur le western spaghetti, sur les films de boxe, sur les films sur l'amitié. Et je traverse à chaque fois une quinzaine de films et je parle des films, mais de manière... relativement objectif. Et là, l'approche est complètement différente. L'idée, c'est d'explorer Movieland à la recherche de mon film refuge et de passer un peu d'une région à l'autre et de me dire si je pouvais habiter dans ce pays du cinéma que j'ai imaginé, où est-ce que j'irais me réfugier. Avant de partir, j'ai quelques idées. Il y a des films, je pense que j'ai dû déjà en citer quelques-uns dans ce podcast. Et voilà. Et c'est vrai que parfois... d'ailleurs, on m'avait déjà posé la question, justement, au moment où j'avais fait des interviews à la sortie du premier livre. Et la question qui était un peu naturelle à propos de Movieland, c'était où est-ce que j'aimerais vivre. Et je répondais Rio Bravo, qui pour moi vraiment est un film que je trouve intéressant, en fait réconfortant sur la vision des rapports humains. Et en même temps, quand j'y repense aussi, je sais aussi que le film est aussi un peu artificiellement réconfortant. C'est-à-dire que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un film qui est un peu le fruit d'une bataille idéologique, en fait, à Hollywood à l'époque. Et le fait de se dire, de marteler une foi dans la solidarité entre les hommes, il y a un côté, effectivement, refuge qui fait plaisir. Et tu peux rappeler juste la date de parution du film? C'est dans les années... Je n'ai pas la date exacte, je dirais les années 50. C'est les années 50, ouais. Je n'ai pas la date exacte comme ça. Les éditeurs vérifieront. Et en fait, ça raconte... Je faisais le lien tout à l'heure avec Le Train sifflera 3 fois, parce qu'en fait, ça raconte la même histoire dans Le Train sifflera 3 fois. C'est Gary Cooper, qui est le shérif d'une petite ville, dans lequel vont débarquer des truands qui viennent pour le tuer. Et il va passer tout le film dans l'attente du train à demander de l'aide à tous les habitants qui vont lui refuser, alors que Gary Cooper sait très bien qu'au final il va se débrouiller tout seul et qu'il saura se débrouiller tout seul. Et en fait, Hawks avait été révulsé par ce film en disant qu'il ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Et il refait le film avec vraiment le schéma inverse. C'est John Wayne qui passe son temps à refuser de l'aide de tout le monde dans la ville. Et au final, c'est les autres qui vont lui sauver la mise. Et c'est magnifique en fait c'est d'une autre manière un autre film qui a un peu cet effet-là, ce regard bienveillant sur l'humanité, c'est La vie est belle de Capra, où en fait tu te dis non mais il y a toujours moyen de croire en son prochain. Et puis tu es heureux de retourner dans la réalité finalement. Et tu es heureux et c'est des films qui ont ce regard bienveillant. Et en même temps, le simple fait de formuler ce regard bienveillant
c'est aussi un acte politique. Et on peut aussi le questionner. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas aussi s'aveugler, en fait, de raconter ça? Mais est-ce que le cinéma, c'est pas s'aveugler? Vaste question pour terminer. Donc voilà, et c'est pour ça que ça peut, d'une certaine manière, être un refuge. Et en fait, j'y réfléchis en même temps, et ça va être un peu ça aussi l'objet de ma quête et de ma réflexion. C'est à la fois chercher un film qui peut me réconforter et un film qui ne va pas me mentir. Et le refuge, c'est un peu ça aussi. C'est exactement ça. C'est où tu te couvres un peu du monde le temps d'un film. Voilà. Il faut que ça te protège. Voilà. Alors, du coup, moi, pour terminer, pour conclure ça, j'ai une petite question. Peut-être que tu pourras revenir nous voir quand tu auras trouvé ton refuge pour nous donner la réponse ou l'absence de réponse. Il est très probable que dans ce genre de truc, que l'important c'est la route. Exactement. L'important c'est c'est une le belle chemin. conclusion. Mais merci beaucoup, David, d'être venu dans cette émission. On en profite pour remercier la Cinémathèque pour nous avoir prêté leur salle son, en particulier Lola. On remercie aussi Anna Mandico et Gabriel Régnier pour la musique et les créations graphiques. Et puis on vous souhaite de bonnes projections futures grâce aux bonnes recommandations de David. Merci.